Bonsoir. C'est donc moi qui ai hérité de la mission super géniale de les recevoir tous les deux. C'est sûr que je vais faire un truc là tout bête, c'est que je vais poser une petite question. Qui a plus de 10 ans dans la salle? Vous pouvez lever la main. Qui a plus de 20 ans? Qui a plus de 30 ans? Qui a plus de 40 ans? Oh, qui est feignant là pour l'instant? Je vois, il y en a où j'ai des doutes quand même sur les meufs. 50? 60? Ok, donc vous allez tout savoir chacun sur les décennies successives d'exploration marine et spatiale. Je me souviens que j'avais 6 ans quand j'étais sur la moquette qui venait juste d'être inventée et que sous la chaise, sous la table à repasser de ma mère, j'avais eu le droit de regarder les premiers pas de l'homme sur la Lune. J'avais un jouet à l'époque, un machin comme ça. Ça m'a rappelé quelque chose, vous savez ces trucs en tôle où on remonte avec une petite clé, puis ça fait un bruit pas possible, super énervant, des fois ça crache des étincelles. Et ça impressionnait tous mes potes. Mes copains, ils venaient, ils avaient des robots, ils avaient des fusées, ils avaient des tas de machins comme ça, on faisait tourner les clés et ils étaient super impressionnés. Donc j'ai gardé ça dans ma collection avec mes copains, nous on fait une espèce de collection bizarre sur l'imaginaire scientifique. Et puis, petit à petit, à force de faire des expos sur les sciences, à participer avec plein de lieux justement comme l'aquarium ou le planétarium, on s'est retrouvé quand même avec un sacré bagage de choses bizarres. Et on s'est rendu compte que ce petit canard mécanique que j'avais, il existait depuis plus de 2000 ans. Héron d'Alexandrie avait déjà fabriqué un automate, quelque chose qui se déplace tout seul, avec des systèmes de contrepoids à l'intérieur, et qui avance, et puis d'un seul coup s'arrête, ouvre la bouche, ouvre le bec, et crache des petites choses dans les grandes fêtes du tyran. Ces textes sont récupérés, ils sont transmis à travers les générations, ils sont réécrits, ils sont réinterprétés, ils nous reviennent par les Arabes du monde arabe ou andalou, les Juifs nous les ramènent à l'université de Montpellier par exemple, et tous ces textes-là continuent à composer la culture européenne. Quelqu'un comme Léonard de Vinci est un vrai fan d'Héron d'Alexandrie. Lui aussi va fabriquer des automates. Des machins qui partent à distance, un gros lion qui ouvre la bouche, s'arrête et crache des fleurs dans les fêtes de François Ier ou de seigneurs italiens. Puis ça continue, encore un canard, Vaucanson. Une machine très précise, beaucoup plus complexe que celle d'Héron d'Alexandrie. Puis ça continue, plus tard. Et on finit par arriver à ce machin-là qui impressionne mes copains il y a 50 ans, 45 ans, quand j'avais 6 ans. Puis mon fils a eu 6 ans. Lui, il avait quoi? Il avait une fille avec des gros seins, 2 énormes flingues, qui change de monde en permanence en butant un maximum de monstres. Et on a essayé de revendre ce machin-là. À 5 €, personne n'a voulu de la Game Boy. Pendant 2000 ans, j'avais un engin qui impressionnait tout le monde. 45 ans plus tard, lui, il a un jouet qui a des milliers de fois plus de puissance que l'ordinateur qu'avait la NASA pour envoyer la fusée sur la Lune quand moi j'étais petit. Essayez d'imaginer ce qui va se passer dans 40 ans. Là, on est vraiment, après presque un centenaire de robots, de machines vraiment qui ont commencé à avancer, à avoir des performances exceptionnelles, mais on est quand même tout à fait au début de l'histoire des drones. De l'histoire des choses télécommandées qui ont vraiment du matériel scientifique qui part très très loin, là où on ne peut pas aller, et qui nous ramène des résultats. Alors c'est vrai que c'est sûr que quand on a été passionné par Tintin, Jules Verne, tous ces jouets, toutes ces cochonneries-là, tous ces trucs géniaux, qui a aimé ça? Personne, dommage. Ah oui, ça y est, ça vient. Recevoir ces deux personnes, c'est assez génial. Donc, honneur aux dames. On va commencer par Violaine Sauter. Je ne sais pas si vous pouvez prendre un micro. Bonsoir, vous m'entendez là? Oui. Ça marche. Voilà. Violaine, c'est tous les mots en même temps. Hein. C'est quand on regarde, on voit Muséum d'histoire naturelle, les animaux, les plantes, la géologie. Puis après, on voit arriver les mots de CNES, de CNRS, bien sûr, les membres du CNRS,
Puis on voit les contacts avec la NASA, on voit les contacts avec plein d'autres choses, et ça nous emmène immédiatement dans l'espace. Elle a été responsable d'une machine un peu bizarre, enfin elle a contribué à un truc très important dans la mission Curiosity, et je vais lui laisser déjà présenter un petit peu le début de ce programme, parce qu'on a une bonne soirée avec beaucoup de choses à vous montrer. Moi c'est tout simple, hein. Je travaille sur l'œil de cyclope de Curiosity, qui s'appelle le laser ChemCam, qui est situé en haut du mât, et qui a la faculté extraordinaire de faire des tirs extrêmement rapides, sans que le robot se déplace trop à distance. Donc c'est toute la stratégie de déplacement du robot qui va dépendre de ce petit engin qui est quand même très sophistiqué, parce que c'est la première fois qu'on envoie un laser sur Mars. Et il se trouve qu'il marche tellement bien qu'on est au 110 millième tir, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on espère qu'il va encore tenir 2 ans, parce que la mission va se terminer dans 2 ans. Et tout ça dans le cadre d'une petite équipe qui comprend combien de personnes? Alors la totalité du robot, il y a 500 personnes. Sur ce laser, qui est franco-américain, on est très fiers parce qu'il est quand même très français, on est une 40aine. Donc ça fait du monde. Donc nous recevons aussi Dominique Gauche, qui est directeur du département de développement des actions maritimes à la COMEX. Alors j'ai dit la COMEX. Désolé, ça fait vintage. Si vous regardez sur le site, ils disent COMEX direct. Le là, il a giclé. Pourtant, quand on est un fan du même gars avec le bonnet rouge, comme on l'a été quand on était petits, tous les deux, tous les trois, certainement, bien sûr, tous les trois. Hein? Forcément, on avait aussi envie de plonger sous l'eau. Donc, si tu veux bien nous en dire un tout petit peu plus sur les choses que tu vas développer. Oui, donc moi je suis Frédéric Gauche, je suis directeur des opérations marines à COMEX. Donc aujourd'hui, je gère une petite flotte de navires océanographiques pour des applications variées d'exploration et de travaux sous-marins. Je suis issu du monde de la robotique sous-marine, donc j'ai eu l'occasion de fabriquer moi-même des engins sous-marins nouvelle génération. Et donc c'est un peu cette histoire d'exploration sous-marine et de la COMEX que je vais vous raconter ce soir. Si on peut avoir une première image. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'on repasse par un menu. Ça vous rappelle quelque chose? Ça s'est très mal passé. Ce monsieur Mersenne, le prêtre qui est là, le moine, c'est celui qui a fait rencontrer Descartes et Pascal. Il voulait absolument que ces deux génies se présentent. Il a ni plus ni moins fait installer un canon à la verticale, là ils n'ont pas osé le représenter sur l'image, dans la cour du Louvre, pour tirer un boulet de canon le plus haut et le plus loin possible. Ça s'est pas super bien passé. L'expérience était géniale. Lisez Mersenne, c'est parfois un petit peu compliqué, mais il y a vraiment des explications à côté sur comment il voulait prouver soutenir Galilée dans son action. Et c'est vrai que derrière, quand on le voit ça aujourd'hui, ça fait immédiatement sourire. Le petit problème avec les technologies de ces deux personnes, c'est qu'elles n'ont franchement plus rien à voir avec ce que nous, le grand public, a priori, on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît de la plongée? Qu'est-ce qu'on connaît de la conquête spatiale, en vrai? Si vous n'êtes pas des fans qui allez sur les blogs de l'espace en permanence, excusez-moi, mais on est resté bloqué quand même à Michel Chevalet. C'est bon, il y a une génération qui a réagi. Mais celui qui expliquait, qui démontait les maquettes là, à la télé, et à la conquête sur la Lune. Quand on parle du fait d'aller sous l'eau, on voit à peu près les explications du scaphandre du commandant Cousteau. On se souvient un petit peu des sous-marins, on a surtout les U-boats allemands, des trucs de guerre, mais finalement on ne connaît pas grand-chose des technologies aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que régulièrement, à travers la presse, à travers des documentaires, on voit des images de plus en plus spectaculaires des fonds marins, de plus en plus audibles, lisibles par du grand public de la conquête spatiale. On n'en est plus à l'image complètement trouble et toute rayurée, pas tout le temps. Et donc c'est bien qu'on essaye de voir où en sont les scientifiques aujourd'hui et quel type de matériel ils nous ramènent. Alors juste quand on est sur une mission spatiale, ça doit prendre un tout petit peu de temps à l'organiser. Comment ça se passe au départ? Comment se posent des questions? Qu'est-ce qui enclenche une mission spatiale? Là, c'est un vaste débat. Ce qui enclenche une mission spatiale, c'est les précédentes missions spatiales. En fait, il faut toujours revenir à la première question. Et bon, dans tout ce qui concerne Mars, on est à la 40e mission. Donc les questions posées par les missions précédentes qui n'ont pas été résolues sont
l'objectif central de la mission que nous sommes en train de réaliser. Et les process pour organiser ça, comment ça se passe par réunion? Vous avez été contacté des usines à gaz. En fait, une mission spatiale, ça se présente, on prépare à peu près 10 ans en amont. Donc, si vous pensez à Curiosity, on a atterri en 2012. On a commencé à s'y mettre. D'abord, il a fallu que notre laser soit sélectionné. La concurrence était rude. Il n'y avait que de la place pour 10 instruments. En plus, c'était au moment de Bush. Et en fait, Bush a enlevé 2 instruments de la compétition, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 8 instruments à la compétition, parce qu'il en a donné d'office 1 à M. Aznar, donc à l'Espagne, en échange de bons et loyaux services. Donc la mission espagnole n'a pas été vraiment sélectionnée, elle a été imposée. Donc j'ai rien contre les Espagnols, mais leur instrument n'a pas été vraiment, il n'a pas passé, on va dire, le concours. Sinon, les 8 autres places, c'était pour des gens comme nous qui avaient passé ce concours. Et donc, on a préparé cette mission 10 ans avant. Il faut que vous sachiez que les missions sur Mars, il y a 50% d'échecs. Donc, en fait, vous travaillez 10 ans en sachant qu'il y a une chance sur 2 que votre instrument arrive à destination. Donc, on a la chance que cette mission ait réussi. Il faut voir que les précédentes, beaucoup ont raté. Tout le monde a peut-être en mémoire d'Eagles, qui était le petit robot européen dont on a perdu la trace au moment de l'atterrissage pour une simple erreur entre des inches et des centimètres. Donc bon, là, on est arrivé à bon point. Comme souvent en science, on s'amuse à mettre les choses les unes après les autres. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Aujourd'hui, on pense souvent qu'on étudie Mars après avoir étudié la Lune. Mais les premières sondes qui sont passées près de Mars, en fait, dans les années 60, on était Mars, on l'étudie depuis très longtemps. Et il faut remonter plus loin. Il faut remonter au XVIIe siècle. Il faut remonter après au XIXe siècle avec Flammarion, qui étaient des hommes absolument extraordinaires, qui avaient déjà vu beaucoup de choses, notamment qu'il y a de l'eau sur Mars. Parce que les journalistes vous disent tous les jours « Ah, Curiosity a découvert de l'eau sur Mars ». Non, ça, on sait qu'il y a de l'eau sur Mars depuis le XVIIe siècle. On a observé à la lunette les calottes polaires. Et donc, nous, on cherche de l'eau liquide enfouie et cachée, ou des traces de cette eau liquide qui n'existe plus à la surface de Mars. Et l'eau sur Mars, on sait qu'il y en a, en tout cas sous forme de glace. Dans un film de science-fiction récent, on disait finalement, aller dans l'espace, c'est facile, il n'y a rien qui gêne, il y a du vide. Mais aller sous l'eau, depuis combien de temps on essaye d'aller sous l'eau? On essaye d'aller sous l'eau depuis très longtemps pour aller chercher des trésors, pour aller chercher du poisson, pour faire la guerre. Ce qui motive l'homme à aller sous l'eau, c'est des trésors, du pétrole, des coffres avec des lingots d'or, ou la guerre. C'est les 2 choses qui font avancer la technologie sous-marine depuis des décennies. Après, aller sous l'eau, ça peut être rapide, mais vous pouvez mettre plus de temps à revenir de sous la mer que de revenir de la Lune, puisque quand vous êtes un plongeur saturé, vous mettez des semaines à décomprimer avant de revenir sur Terre. La COMEX a été vraiment précurseur dans le matériel qu'il faut justement pour pas en sortir vivant, quoi. Oui, la COMEX a inventé, entre guillemets, la plongée profonde avec le principe de plongée à saturation, que je vous présenterai tout à l'heure, qui est de comprimer les plongeurs en surface, et une fois qu'ils sont comprimés, de les envoyer avec un ascenseur, une tourelle au fond de la mer pour travailler. Alors je parle beaucoup pour l'instant, mais après on va vous laisser pas mal la parole avec ce que vous nous avez amené. Simplement, ce que j'essaye de comprendre, c'est vous, comment vous en êtes arrivé là. Quel parcours tous les deux vous avez eu pour finalement vous retrouver en sciences. Est-ce que toute petite, tu rêvais de piloter un robot, le laser d'un robot qui serait sur une autre planète? Pas du tout. Moi, je m'intéressais à ce que je ne comprenais pas et à ce qui faisait résistance à mon imagination. Et en fait, j'ai commencé par être géologue, je le suis toujours. Alors, tu parlais de voyage spatial, de voyage sous les mers, et moi, en fait, pendant 20 ans de ma vie, j'ai fait le voyage au centre de la Terre, qui est le voyage le plus difficile à faire, puisqu'on n'est pas des passe-murailles, on ne sait pas encore voyager dans la matière condensée. Donc, pendant des années, j'ai travaillé à comprendre les entrailles de la Terre à travers des minéraux qui remontent via des éruptions violentes qu'on appelle des diamants, via des kimberlites. Et c'est un peu fatigant de compresser son imagination, d'essayer de faire ce voyage impossible. C'est merveilleux, mais
il se trouve que j'ai eu l'opportunité de plus regarder sous mes pieds, mais regarder les cailloux qui nous tombaient sur la tête, qu'on appelle les météorites. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les météorites martiennes. Et c'est ça qui a déclenché cette aventure que je suis en train de vivre, parce qu'au départ, j'étais pas du tout programmée pour travailler dans ce beaucoup de gens qui étudiaient les météorites martiennes au musée. Non, il n'y en avait pas à l'époque. L'époque, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai commencé dans les années 2000, ce qui est rien dans l'histoire d'un chercheur. Et je me suis pris au jeu parce que ces cailloux, ces météorites martiennes, en fait, ressemblaient étrangement à des cailloux terrestres. Et comme je suis géologue terrestre au départ, je me suis dit, banco, je vais étudier ces cailloux parce qu'ils ressemblent aux cailloux terrestres, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc c'est comme ça que m'est venu l'intérêt pour Mars. Puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur cette mission. Mais peut-être un peu par un hasard de circonstances. Et avec toute l'ingénierie développée à la COMEX, ils ont surtout besoin sans doute de résistance, de connaître la résistance des matériaux, tous les nouveaux procédés techniques qui pourraient être utilisés dans ce genre de domaine. Toi, tu as une formation en physique. Et comment ça s'est passé un petit peu l'entrée dans la COMEX? Ça fait 14 ans déjà. Moi, je suis une victime de la télévision, parce que c'est le documentaire du commandant Bonnet Rouge qui motivé à faire ce milieu-là. J'étais bon en physique, j'étais bon en techno. La mer me passionnait et je m'étais fixé un but, c'était celui-là. J'ai eu la chance de le réussir. Un énorme coup de bol. Voilà, après, dans ces métiers-là, c'est pas forcément des pros de la résistance des matériaux. Il faut tous les corps de métier. Ça va du hydraulicien à l'électricien, au mécanicien, au bon pilote, au bon plongeur. C'est vraiment des métiers très compliqués. Combien de personnes la COMEX maintenant? Aujourd'hui, on est une toute petite entreprise, on est moins de 50. On a été moins de 50, on a été des milliers connus. On a été des milliers dans les années 90 où on a quitté le domaine pétrolier pour des raisons politiques de l'époque, financières, que je rencontrais tout à l'heure. Mais bon, on est passé d'une très très grande entreprise à une PME depuis 20 ans. Alors s'il te plaît, Violaine, je vais te proposer de commencer à entrer un petit peu dans Curiosity. Parce que c'est pour ça qu'ils sont venus, pour cette curiosité-là. Et si tu veux nous exposer un petit peu, à moins que vous ayez calé dans l'autre sens. Ok, je veux bien commencer. Donc en fait, ce qu'on va essayer ensemble ce soir, on va essayer de voyager ensemble en direct du robot Curiosity, donc sur lequel je travaille. Et si vous regardez un peu cette espèce de première image un peu globale, sur la gauche, vous voyez en fait des visions d'artistes. C'était avant le 6 août 2012. Vous voyez quelque chose d'absolument insensé, qui est un système de grutage qui va déposer tout gentiment au bout de 4 filins un robot qui a quand même la taille d'un petit 4x4, qui fait plus de 900 kg. Et ce robot a en haut de son mât un laser qui s'allume et qui va analyser à distance les échantillons. Alors tout ça, ça paraissait vraiment complètement improbable. On était très peu sûr de gagner ce pari d'arriver sur Mars avec un tel engin et surtout avec un tel système d'atterrissage. Et quand vous voyez la photo à droite, qu'est-ce que vous voyez? Un super autoportrait qui a été pris il n'y a pas tellement longtemps de Curiosity. Donc vous êtes convaincus, j'espère maintenant, qu'on est bien vraiment sur Mars. Là vous voyez le robot dans son ensemble. C'est un montage de 55 images, donc le mosaïque de 55 images qui ont été prises à partir d'une caméra qui se trouve au bout du bras du robot, une caméra qui s'appelle Mali. Donc, on a bien atterri sur Mars le 6 août 2013 dans le cratère de Gale. Alors, vous allez me dire, en fait, mais qu'est-ce que vous allez faire sur Mars? C'est pas la première fois. On est en fait à la 40e mission. Alors, je vais vous montrer un petit portrait de famille de tous les engins qui sont allés sur Mars. Et en fait, tous ces engins ont posé des questions, ont apporté certaines réponses, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir, donc il faut toujours et sans cesse continuer nos investigations, et on va voir pourquoi il était important de fabriquer un robot aussi sophistiqué que Curiosity.
Donc le portrait de famille, voilà les 40 missions qui ont eu lieu autour de Mars depuis les années 1970. Alors c'est intéressant cette petite image parce que ça vous montre un peu le bestiaire de toutes ces sondes qu'on envoie sur Mars. Alors il y a en fait 3 catégories d'engins. Il y a ce qu'on appelle les orbiteurs, en fait c'est toujours des anglicismes, en fait ce sont des satellites qui tournent autour de Mars et qui vont donner une vision de la planète Mars très globale et peu précise, mais qui couvre toute la surface de Mars. Et vous avez des engins qui atterrissent. Alors, quand ils atterrissent et qu'ils ne bougent pas, on appelle ça des atterrisseurs, et nous on appelle ça des landers, toujours pareil, dominance de la langue anglaise, et d'autres types d'engins qu'on appelle les rovers. En fait, ce sont les robots, on peut dire aussi les astromobiles, et Curiosity fait partie de ce type d'engins, donc qui vont se déplacer à la surface de la planète Mars. Alors, toutes ces missions, elles nous ont appris un certain nombre de choses, alors notamment tous les engins en orbite, nous ont permis d'abord de faire une cartographie de la surface de Mars. Alors Mars, c'est une planète complètement dichotomique. Vous avez un hémisphère sud, extrêmement cratérisé, on dirait la Lune. C'est en fait un haut plateau qui fait plus de 5 km d'altitude et qui domine une plaine au nord, beaucoup plus basse. Alors le code couleur, c'était pas un océan. Le code couleur, c'est que c'est bas quand c'est bleu, c'est orange quand c'est élevé. Et donc cet hémisphère nord est très différent, très peu cratérisé et fait de terrain beaucoup plus récent. Et entre ces deux hémisphères, vous avez un équateur extrêmement sinueux et qui est troué ici par des volcans absolument gigantesques. Donc je vais dire 2 mots, notamment le volcan du mont Olympe, qui est le volcan le plus haut du système solaire. Donc l'intérêt de ce planisphère que vous voyez ici, c'est que vous allez avoir plus de 70% des terrains qui ont plus de 3,7 milliards d'années. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, sur Terre, les terrains qui ont cet âge-là, c'est 3% de la surface. Sur Mars, les terrains qui sont aussi anciens, c'est plus de 70% de la surface. Pour une raison très simple, c'est que sur Terre, il y a de la tectonique des plaques qui va restructurer en permanence le visage de la Terre. Donc la Terre est une planète amnésique, elle a perdu la mémoire de ses origines. Par contre, Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. C'est un gros continent à une plaque qui ne bouge pas. Et du coup, Mars, c'est un livre ouvert sur des archives géologiques qu'on a perdues sur Terre, et c'est peut-être des archives sur le passé de la Terre. Donc Mars, c'est, géologiquement parlant, un livre ouvert depuis son histoire, la plus ancienne, au moment de sa formation, jusqu'à l'époque actuelle, qu'on appelle l'Amazonien. Donc les ères s'appellent Noachiens, de Noé, le patriarche que vous connaissez bien, Hespérien, puis Amazonien. Donc très rapidement, au-delà de ces histoires d'âge, c'est une planète de tous les extrêmes. Elle a beau être 2 fois plus petite que la Terre, qu'est-ce qui la caractérise? Donc je vous disais le volcan du mont Olympe. Ce volcan est absolument prodigieux, il fait 20 km de haut. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Vous prenez la Terre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des plaques qui circulent sur des chalumeaux, qui donc sont ces conduits volcaniques, qui vont percer les plaques d'îles volcaniques, donc comme Hawaï, vous avez un chapelet d'îles. Là, vous imaginez que vous avez le même chalumeau, mais la plaque, elle ne bouge pas. Donc les laves s'emplient la verticale, et c'est comme ça que vous faites le mont Olympe, 20 km de haut. Le mont Olympe, quand il a commencé à trouer la surface de Mars, ça ne s'est pas fait sans dégâts, il a fait une balafre qui fait Paris-Calcutta, qui est immense, qui fait plus de 3000 km de long, qui fait plus de 10 km de profondeur, donc encore quelque chose de disproportionné pour une planète beaucoup plus petite que la Terre. Ces reliefs n'ont rien à voir avec les reliefs terrestres qui sont complètement gigantesques. Bon, là, vous avez une image des calottes polaires, vous avez des champs de dunes, où vous avez des espèces d'éjecta lobés qui sont liés en fait à la glace qu'il y a en sous-sol. Donc, après, donc, si on résume un peu ce qu'on va trouver dans les terrains les plus anciens de la planète. Donc elle est née il y a 4,5 milliards d'années, même un peu plus, comme toutes les autres planètes du système solaire. La première ère, qu'on appelle l'ère noachienne, a duré jusqu'à 3,7 milliards d'années. Qu'est-ce qui est fondamental quand on scrute ces terrains anciens de l'hémisphère sud? Qu'est-ce qu'on trouve? Des vallées ramifiées, dendritiques, qui prouvent qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de la planète. On trouve aussi des reliques
d'anciens lacs probables, et même certains sont se sont plus, et ont imaginé qu'en fait, peut-être tout le nord tout l'hémisphère nord de Mars était recouvert par un océan. Et autre chose, on peut tracer comment, géologiquement parlant, le fait qu'il y ait eu de l'eau liquide qui coulait sur une planète. De façon très simple. Quand vous prenez un basalte, Mars en fait c'est un gros basalte, c'est-à-dire plein de roches volcaniques, que vous mettez ce basalte dans une cuvette pendant des années remplie d'eau, et ben ça se transforme en argile. Et ben les argiles sur Mars, on va les trouver dans un seul endroit, dans l'hémisphère sud. Conclusion, hémisphère sud, terrain très très ancien. Et ben, c'est des terrains qui ont connu l'eau liquide à la surface de Mars. Et comme vous le savez, à l'heure actuelle, il n'y a plus du tout d'eau liquide à la surface de Mars. C'est une planète complètement désertique. Donc en fait, on en a conclu que dans cette époque très primitive de la planète, Mars était chaude comme la Terre et probablement avait beaucoup d'eau liquide en sa surface. Après, il s'est passé une catastrophe naturelle, une catastrophe climatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'atmosphère de Mars a commencé à s'échapper. Si vous perdez l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe? La pression atmosphérique chute, il n'y a plus d'effet de serre, donc déjà il commence à faire un froid polaire, donc froid glacial. Et comme la pression atmosphérique chute, effectivement, vous ne pouvez plus maintenir l'eau à l'état liquide à la surface de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de l'eau sous forme solide, sous forme glace ou sous forme vapeur. En fait, quand vous passez la transition moins 3 degrés à plus 2 degrés, eh ben, l'eau glace se volatilise. Donc il n'y a plus d'eau liquide à la surface de Mars. Donc cette catastrophe, qu'on corrèle peut-être à la disparition, entre autres, du champ magnétique, fait que Mars est devenu à la période suivante, l'Hespérien, une planète complètement désolée, très sèche, et qui plus est, il y a eu l'éruption de ces grands volcans qui étaient bourrés de soufre. Ça dégageait tellement de soufre que ça fait des précipitations de sulfate, et donc la signature géologique de cette deuxième grande période, ce sont les sulfates. Enfin, la dernière période qu'on appelle l'Amazonien. L'Amazonien, ça dure depuis 3 milliards d'années, et donc c'est la période qui a sculpté Mars telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. C'est un climat périglaciaire, avec des calottes monstrueuses, avec du givre au petit matin, tel que vous le voyez ici, entre les jambes de l'atterrisseur Phoenix qui a atterri sur la planète Mars en 2008. Donc, voilà, on en est là, et donc en résumé, pour vous montrer tout ça, je compare les deux planètes. La Terre, planète bleue comme une orange, que vous connaissez bien. Pourquoi? Parce qu'elle est couverte d'océans, il y a 5 continents. Mars, il n'y a pas d'océan, il n'y a qu'un seul continent, c'est une planète rouge. La Terre, ce que je vous disais, c'est une planète tout à fait liftée, complètement amnésique. Mars, qui est née en même temps, c'est une vieille, un peu desséchée, mais pas liftée, ça c'est top, parce qu'elle va nous raconter tout un tas de choses, elle a une mémoire insensée, et cette mémoire, c'est justement ces 70% de terrains qui ont plus de 3 milliards d'années, terrains qui font moins de 10% à la surface de la Terre. Et alors pourquoi s'intéresser à ces terrains-là? Eh bien voilà, c'est que sur Terre, vous savez que la vie, elle est apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années, et elle est apparue où? Dans les océans. Et donc, en fait, sur Mars, quand on compare l'histoire de ces deux planètes, elles sont nées à la même époque, donc elles sont nées à la même époque, il y a plus de 4,5 milliards d'années. Au début, sur Mars, comme sur Terre, il y avait de l'eau liquide, il faisait peut-être bon vivre. En fait, la température n'était pas la même, puisqu'il y avait plus d'effet de serre, il faisait plus chaud et l'eau coulait. Tout d'un coup, cette eau a disparu, ce que je vous racontais, donc Mars est devenu une planète totalement inhospitalière. La Terre a continué son petit bonhomme de chemin et a vu la vie sortir des océans, et on est passé des bactéries intracellulaires à la vie telle que nous la connaissons à l'heure actuelle. Mais ce que je vous disais, c'est que ce point-là, qui est le point de démarrage de la vie, eh bien sur Terre, on a très peu de témoins de ces roches-là. Ces roches-là, je vous dis, c'est moins de 3% de la surface de la Terre. Donc on a perdu la mémoire de cette époque-là. Et donc finalement, on va chercher dans les archives martiennes des traces, peut-être, de ce démarrage de la vie qu'on a perdu pour partie sur Terre. Donc la grande question du robot Curiosity,
et chercher l'origine de la vie sur Mars. Enfin, pas exactement, mais les briques du vivant, c'est-à-dire les schnops. Schnops, c'est quoi? C'est carbone, azote, oxygène, phosphore, soufre, tous ces éléments qui font partie de nos molécules les plus intimes. Et sur Terre, je vous disais, c'est quasi impossible. Et du coup, on va avoir deux contraintes. Choisir le site idéal sur Mars pour répondre à ces questions, c'est-à-dire trouver l'origine de la vie. Le site, si vous avez bien suivi mon discours, est forcément un site d'âge ancien qui a plus de 3,5 milliards d'années, donc des terrains qui seront probablement, c'est ce qu'on a cherché, des terrains dans l'hémisphère sud de Mars, et aussi un robot ultra perfectionné, parce que pour mesurer des dépouillèmes de carbone, d'oxygène, d'azote, on fait pas ça avec un instrument grossier, on fait ça avec des spectromètres de masse, avec tout un tas d'engins extrêmement compliqués. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il a fallu construire un robot ultra perfectionné, Curiosity, avec 10 instruments à son bord. Si je peux me permettre, ça c'est le débriefing de 48 missions martiennes, oui, et de toutes les réflexions sur Terre, indépendamment même d'une mission, voilà, qui a donné ça. Oui, c'est donc, mais où est-ce qu'il y a donc une validation d'hypothèse qui est cherchée, ou est-ce qu'il y avait des grosses polémiques sur ce qui peut être découvert? Alors en fait, il y a une validation un peu d'hypothèse, parce qu'il faut voir que comme Mars n'a pas subi de tectonique des plaques, elle garde la trace en sa surface de ce qu'on appelle le bombardement primitif. Ce bombardement primitif, on le trouve sur toutes les planètes, la Lune, Mars, la Terre, sauf que sur Terre, pareil, ça a été effacé. Et ce bombardement primitif, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte du carbone qui vient d'où? De météorites carbonées. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, au début de l'histoire de la planète Mars, comme de la planète Terre, il y a un bombardement de météores qui étaient riches en carbone. Donc, qui ont probablement ensemencé de carbone toutes les planètes. Et donc, on cherche, en fait, comment, d'abord, les traces de ce carbone météoritique, et comment, donc ça c'est l'expérience en laboratoire, comment, quand on soumet ce carbone météoritique aux conditions martiennes avec les UV, etc., on va pouvoir ou pas créer des molécules organiques qui pourraient être les molécules, ce qu'on appelle prébiotiques. Voilà, donc tout ça, je vous dis ça avec des mots le plus simple possible. Imaginez que c'est un siècle de recherche, voire plus. Donc là, on est dans des choses assez pointues, mais bon, voilà. On sait un peu où on va. Enfin, j'espère. Alors, attention, je ne suis pas du tout physicien. Juste, quand tu parles d'arrivée massive de carbone sous forme météoritique qui viennent ensemencer, on est bien d'accord que c'est de la matière. C'est de la matière. Le carbone ne va pas se reproduire. Mais ça suffit. Est-ce que il faut une quantité qui puisse impacter une planète pour que ça puisse déclencher quelque chose? Le carbone tout seul ne fait pas le vivant, bien qu'on soit fait d'une majorité de carbone. Pour faire le vivant, il va falloir faire des atomes, il va falloir des molécules, pardon, il va falloir faire toutes ces molécules compliquées organiques, et entre le carbone qui est la source et sa transformation en matière organique primitive, vous voyez, il se passe tout un tas d'étapes. Donc, ça suffit pas d'apporter du carbone. Après, il faut voir dans un laboratoire qu'on peut reproduire sur Terre, comment à partir de ce carbone, quelle action, l'action de quel rayonnement, l'action de... Il faut de l'eau, évidemment, parce que l'eau, c'est le meilleur solvant qu'on ait jamais trouvé pour rapprocher les atomes entre eux. Donc voilà, tout ça... Et donc, sur cet aspect de y a-t-il de la vie sur Mars, pour l'instant, une question, c'est bien, on va l'éliminer celle-là, comme ça évitera qu'on l'ait à la fin. On la cherche, on l'a pas trouvée. Alors c'est pas la vie, hein. En fait on cherche les molécules prébiotiques, donc les ancêtres du vivant. On cherche pas les petits hommes verts. Donc on cherche déjà, si la planète a été habitable, donc on cherche des environnements propices à l'émergence de la vie. Donc c'est ce qu'ils appellent l'habitabilité de la planète. C'est ça qu'on est en train de travailler. Et on cherche dans ce contexte-là les éléments, les petites briques élémentaires qui ont précédé la vie
On les a pas trouvés, mais on a bon espoir de les trouver. Alors, on va te retrouver certainement tout à l'heure, parce que tu as encore pas mal de choses à nous raconter, mais Frédéric, tu vas pas me dire que vous cherchez la vie sous l'eau? Non, nous, a priori, on a trouvé la vie sous l'eau. On a trouvé la faune et la flore depuis. Et je ne sais pas mais on la connaît pas intégralement. Je ne sais pas si la vie est l'un des sujets principaux de recherche de la COMEX. Ça fait partie de nos métiers de faire des inventaires de faune et de flore pour des gens comme le ministère de l'Environnement. Donc si ça fait partie de nos activités d'inventorier les espèces et d'en découvrir de nouvelles, ça arrive. On ne connaît pas du tout toutes les espèces qui sont au fond de la mer, loin de là. Il y a du boulot à faire. Donc tu pourrais nous parler un petit peu du métier de la COMEX, de quels sont, depuis 50 ans que vous êtes, 52 maintenant, 52 ans que vous faites des expertises, des expérimentations d'ingénierie là-dessus. Quelles ont été les grandes découvertes, les grands chantiers, et surtout, qu'est-ce que ça change aujourd'hui, les matériels exceptionnels que vous avez dans les mains? Je déroule un peu ma présentation, tu peux y aller. Alors, c'est là. Je vais commencer par je suis un peu taquin, donc par une petite actualité que vous avez dû tous voir il y a 1 an et demi à peu près. Ça, c'est le petit Challenger. C'est le sous-marin de James Cameron qui a atteint la profondeur abyssale de 10 898 mètres le 26 mars 2012. C'est une merveille technologique, c'est vraiment quelque chose de prodigieux. Mais, en fait, 50 ans avant, on savait déjà plonger plus profond que ça. On plongeait à 10 916 mètres dans les années 60. Avec des engins comme le bathyscaphe, conçu par l'ingénieur suisse Auguste Piccard. Alors à l'époque, c'était la course entre les États-Unis et la France. Auguste Piccard, ingénieur suisse, avait commencé à fabriquer des sous-marins avec les Français. Et puis il s'était fâché, les Américains ont récupéré Auguste Piccard et on s'est battu avec les Américains pour aller le plus profond possible. Donc dans cette bataille-là, la France était engagée avec un engin tel que l'Archimède, bathyscaphe aussi conçu pour 11 000 mètres, qui a atteint 9545 parce qu'il a trouvé le trou, a trouvé le plus profond. Et dans cet engin, on retrouve M. Henri Germain Delauze, qui a été le fondateur de la COMEX et mon patron jusqu'à il y a 2 ans. Voilà, donc à cette époque-là, on a des engins quand même qui savent aller plus profond qu'on sait le faire maintenant. Donc ce monsieur, c'est Henri Germain Delauze. Il a commencé avec Cousteau, après il a été patron du tunnel sous-marin sous la Havane. Il rejoint le laboratoire des bathyscaphes début des années 60 pendant quelques années. Il fera plus de 200 plongées. Et il a une idée, c'est d'envoyer les hommes sous l'eau pour les faire travailler, parce qu'on sait pas plonger, hein. On sait pas plonger à plus de 50 mètres, on sait pas y rester, donc on sait pas travailler. Pour travailler sous l'eau, il faut pouvoir rester des heures, il faut pouvoir être confortable, emmener des outils. Et il a cette idée-là. Et il crée donc la COMEX, compagnie maritime d'expertise, au même moment où il est au laboratoire des bathyscaphes. Il a cette idée de comprimer l'homme en surface dans un caisson. On voit le premier caisson dans les années 60, dans le quartier sud de Marseille. Il va comprimer l'homme en surface. Et puis une fois que l'homme est comprimé, il va le faire descendre au fond de la mer, à travers un ascenseur, une tourelle, jusqu'à qu'il atteigne la profondeur de travail pour laquelle il aura été comprimé en surface. Donc en fait, l'homme va faire des allers-retours entre le fond et la surface, mais il restera toujours comprimé à la même pression. C'est ce qu'on appelle la plongée à saturation. C'est ce qui permet à l'homme de rester 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 1 mois. Il peut rester des années au fond, à cette pression pour pouvoir travailler au fond de l'eau, et après il va attaquer une phase de décompression qui durera de quelques jours à plusieurs semaines. Donc c'est ce concept qui permet, début des années 60, à la COMEX de commencer à travailler sous l'eau. Donc ça intéresse les pétroliers, parce que le pétrole offshore, on sait qu'il y en a, on a foré dans 10 mètres d'eau, il faut qu'on fore dans 50, 100 mètres, on sait qu'il y en aura plus, mais on ne sait pas travailler. Donc la COMEX commence à fabriquer des caissons. Ça, c'est le premier centriperbare, parce qu'avant d'envoyer les hommes au fond de l'eau, on essaye, on qualifie les procédures de plongée, de compression, de décompression, des gaz.
dans des caissons, dans des hangars, on enferme les mecs là-dedans pendant des semaines, on teste les mélanges gazeux et on voit ce que ça donne. Après seulement, on va la faire. Donc ça, c'est le premier centre hyperbare des début des années 60. Et puis ça commence les petits chantiers, mais petits chantiers, ça c'est notre président, qui a été président de plusieurs milliers de personnes. Le premier chantier, il était avec son lit sur le dos, un maillot de bain, à émettre battre des pieux en Afrique avec de petites pirogues. Donc ça commence tout petit. Les expériences continuent, donc on continue à tester de nouveaux mélanges pour pouvoir aller plus profond, plus longtemps, décomprimer moins longtemps. Et on commence à développer des systèmes pour descendre les plongeurs avec des tourelles comme celle-là. Là, on la voit dans la rade de Marseille sur une barge. Donc là, on est vraiment au début de la plongée professionnelle. Avec ça, c'est les premières embarcations qui servaient à déployer les systèmes. Et ça, mine de rien, ça permet de faire des records du monde sur records du monde, parce que ça y est, on s'est travaillé à 150 mètres. Alors, on savait aller il y a quelques années à 11 000 mètres avec un sous-marin et des mecs dedans, mais on savait toujours pas aller à plus de 100 mètres avec des hommes. Donc on continue le développement physiologique, on continue le développement technologique, toujours lié à la plongée, toujours envoyé un peu plus profond. Donc j'ai eu un président un peu particulier parce qu'il a toujours voulu être cobaye de chaque expérimentation. Donc c'était lui le rat de laboratoire, c'est lui qui est dans un caisson en train de tester de nouveaux mélanges gazeux. Et puis au fur et à mesure, les chantiers, les gens comme Total, les pétroliers, ont compris que ça y est, on pouvait bosser sous l'eau, on pouvait aller travailler, et s'enchaînent en même temps que les expérimentations s'enchaînent, les chantiers s'enchaînent en mer du Nord et sur toutes les mers du monde. Là, on est en Norvège, à une assistance de forage sous-marin, par exemple. Voilà, puis on développe toujours et toujours et toujours. Comex mettait 10% de son chiffre d'affaires dans la R&D pour la plongée, ce qui est énorme pour une société aujourd'hui. Donc toujours pour envoyer les hommes plus profonds dans de meilleures conditions de sécurité et de confort. Donc ça, c'est le site historique de Comex qui est à Marseille, qui est toujours le même. Il y a peu de choses qui ont changé, avec des caissons un petit peu partout, donc pour les expérimentations de plongée. Voilà le centre hyperbare. Voilà, puis des plongées de plus en plus risquées, de plus en plus. Là, on se retrouve en 1969 à moins 180 mètres au milieu de la glace. C'est quand même assez extrême. Voilà, donc ça y est, on sait envoyer les hommes travailler sous l'eau à quelques centaines de mètres, 100 mètres, 200 mètres. À côté, il y a des chantiers un peu plus profonds, il faut inventer d'autres choses, on invente des sous-marins. Ça, c'est le Total Sub, c'est un des premiers sous-marins humides dans le sens où les hommes sont à l'intérieur en condition de plongée, ils sont dans l'eau, ils subissent la pression. Ça, c'est un sous-marin qui sert d'aller à naviguer au fond de puits de pétrole en puits de pétrole pour aller le plus rapidement possible pour que les paliers soient les moins longs. Donc ça, c'est les premiers sous-marins, très simples, c'est à l'intérieur, c'est les sièges de camping. Vous pouvez le voir, tous ces sous-marins-là, vous pouvez les voir à la Cité de la Mer à Cherbourg, qui on a donné tous nos sous-marins, c'est magnifique. Et puis des sous-marins atmosphériques, dont dans ceux-là, les mecs sont au sec, ils sont à pression atmosphérique, donc ils n'ont pas de compression, ils n'ont pas de décompression à faire. Ils sont même enfermés dans une boîte de conserve, c'est des espaces très confinés. Donc ça, c'est des sous-marins qui commencent à être opérationnels pour pouvoir aller travailler. Donc ils ont des pinces, ils ont des bras, ils ont des outils qui peuvent fonctionner sur le fond. Donc on fabrique des sous-marins, on fabrique d'autres sous-marins, le Moina 3, qui est une série de sous-marins qu'avait fait Comex dans les années 70. Des tourelles d'exploration. Donc là, on va être entre la tourelle et le sous-marin, puisque les hommes dedans sont à pression atmosphérique. Ils sont là pour observer, pour prélever, pour travailler, mais ils sont liés à la surface avec un ombilical. C'est à la différence d'un sous-marin autonome. Et puis pour aller avec ça, il faut construire des navires. Et comme les navires de travail n'existent pas à l'époque, il faut inventer des navires qui savent rester sur place, donc qui sont un positionnement dynamique. Ça veut dire que, quel que soit le vent, quel que soit le courant,
Le bateau doit être capable de garder un point fixe, parce que évidemment on travaille avec beaucoup de choses sous le bateau, des lignes, des plongeurs, et il ne faut pas que le bateau bouge. Donc on développe tout un tas de systèmes qui permettent de positionner en absolu le bateau à la surface de l'eau pour pouvoir travailler. Donc on développe des bateaux, des barges, encore des bateaux, jusqu'aux années 80. Tous ces bateaux-là, c'était des concepts COMEX, construction COMEX, la plupart fabriqués en France. Voilà, donc on arrive dans les années 80, on sait faire travailler les mecs, on a des gros bateaux qui sont capables d'aller travailler sur toutes les mers du monde, on a des sous-marins qui peuvent travailler quand c'est trop profond pour le plongeur, et on travaille sur ce type d'installation qui est sur la station pétrolière. Est-ce que tu me permets de te couper une petite seconde? Juste, je note quand même quelque chose de très très différent entre ton intervention et celle de Violaine sur l'origine du travail. Là, apparemment, quand même, on est dans des hautes technologies qui, presque toutes, viennent quand même de demandes industrielles. C'est-à-dire qu'il y a un objectif d'ingénierie lié au développement de l'économie et des choses comme ça. Et Violaine, tout ce qu'elle nous a raconté vient plutôt de ce qu'on appellerait de la recherche fondamentale, sans trop savoir s'il y a une application, comme ça, tel que c'est raconté. Donc justement, je vais poser deux questions très différentes. C'est vous, ce que vous faites qui relève de découvertes techniques, enfin des découvertes de résultats de recherche, puis des découvertes sur les techniques. Est-ce que ça revient vers la connaissance en général? Est-ce que ça atterrit dans les universités? Est-ce que ça participe à la contribution de l'évolution du savoir mondial? Et dans l'autre sens, est-ce que les recherches d'un programme comme Curiosity tombent dans le domaine économique? Ils ont des applications concrètes? C'est vous qui choisissez, regardez-vous. Alors, pour ce qui est du spatial, c'est évident que les retombées économiques sont phénoménales. Je ne citerai que les missions lunaires. Alors là, il y a des gens de différentes générations, mais il y a un siècle de cela, les bébés n'avaient pas de couche-culotte. Les bébés avaient des serviettes. Et quand même, une des retombées des missions Apollo, c'était les couches pour bébés. Parce que les spationautes, les cosmonautes devaient utiliser dans un circuit fermé des couches. Donc voilà, je donne un exemple un peu énorme, mais maintenant si je viens sur Curiosity, qu'est-ce qu'on fait? On miniaturise, c'est un truc de fou. Là par exemple, et puis on miniaturise, et comme disait mon collègue, le spatial, c'est pas de l'académique, etc., pur et dur, c'est aussi la guerre des étoiles, c'est aussi des enjeux, le complexe militaro-industriel, il y a tout un tas de choses qui interviennent là-dedans. Mais donc, pour revenir au laser sur lequel je travaille, c'est un laser Thales, tout le monde connaît Thales, je ne donnerai pas l'origine de cette compagnie, et Thales nous a fourni un prototype qui faisait plusieurs kilos. Or, il faut voir qu'un robot, sa charge utile, c'est-à-dire le poids de ses instruments scientifiques, doit faire moins de 10% de la masse du robot. Là, vous avez un robot qui fait 900 kg, il ne fallait pas qu'il y ait plus de 90 kg d'instruments. Or, pour faire ce qu'on a à faire, c'est rien du tout. Donc le laser, on est parti d'un truc de plusieurs kilos, maintenant c'est un truc qui fait quelques centaines de grammes. Alors, les retombées industrielles, un laser comme ça, il doit travailler en conditions extrêmes, puisque sur Mars, il fait froid. Il a fallu résister au choc du voyage, etc. Donc ça